Il sera question successivement de neurosciences, de communication humaine et de génétique, avec très probablement un peu moins d'équations que ce matin. Le premier orateur est Vincent Grippon, qui est chargé de recherche à l'Institut Mines Télécom, à Télécom Bretagne précisément, au bout du monde, et dont les travaux portent sur ce que l'on appelle les neurosciences informationnelles, c'est-à-dire la compréhension et l'imitation du cerveau à l'échelle de l'information, avec l'ambition de contribuer à l'émergence et au progrès d'une informatique neuro-inspirée. Voilà, Vincent est aussi le co-auteur d'un livre qui s'appelle Petites mathématiques du cerveau, publié par Odile Jacob. Vincent. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de présenter ces travaux de recherche. Merci à vous d'être ici. Donc, je vais vous présenter une approche visant à interpréter les réseaux de neurones artificiels et les neurosciences en mettant l'accent sur la théorie de l'information. Et je vais présenter ça comme une alternative aux méthodes plus classiques qui consistent à utiliser la théorie du calcul pour interpréter les réseaux de neurones artificiels. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un transparent très général qu'on voit de plus en plus apparaître dans les conférences sous cette forme ou d'autres formes, qui compare ce qu'on appelle l'intelligence naturelle d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. Alors la raison pour laquelle beaucoup de gens aiment comparer les deux, c'est parce qu'en fait, si on regarde le nombre d'opérations par seconde que sont capables de produire d'un côté le néocortex et de l'autre les machines avec lesquelles nous travaillons au quotidien, on se rend compte que les nombres sont similaires, même si les opérations sont de nature différente. Ce qui donne envie de comparer finalement les deux systèmes et de constater les différences qui restent encore aujourd'hui entre ce qu'on est capable de faire avec un ordinateur d'un côté et ce qu'on est capable de faire avec le cerveau de l'autre. Alors force est de constater, et on le sait tous, qu'il y a encore un gros fossé entre ce qu'on est capable de faire nous et ce que sont capables de faire les ordinateurs. Et j'ai pris quelques exemples ici très classiques. Donc sur la partie gauche de mon transparent, vous avez des problèmes typiques de l'intelligence artificielle, donc la reconnaissance de formes, par exemple la reconnaissance d'objets dans des images, le traitement du langage naturel ou la résolution de problèmes mal posés ou rencontrés pour la première fois. Alors ce type de problème, généralement, on considère que les êtres humains sont assez doués pour y répondre. Aujourd'hui, c'est un vrai challenge de trouver des méthodes algorithmiques qui arrivent à concurrencer l'homme. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a d'autres formes de problèmes pour lesquels l'ordinateur est très efficace, là où l'homme peine beaucoup plus. Alors c'est par exemple le cas de la résolution de puzzles, comme le Rubik's Cube. C'est le cas du calcul formel pour une certaine partie et le cas des tâches de mémorisation. Si je vous demande de retenir par cœur les pays d'Europe de l'Est et de les replacer sur une carte, ça va vous demander un certain effort, là où un ordinateur est capable de faire ça en une fraction de seconde sans faire la moindre erreur. Alors c'est pas vraiment surprenant en fait comme constat, compte tenu de l'énorme différence qu'il y a dans les architectures qui sous-tendent ces deux types d'intelligence. On a d'un côté le processeur qui va lire une séquence d'instructions qui a été placée dans un ordre bien précis par un expert informaticien de manière à répondre à un problème posé et bien défini. Puis d'un autre côté, on a notre cerveau qui est asynchrone, modulaire, distribué, extrêmement bruité et qui, a priori, n'a pas été programmé pour répondre à un problème en particulier, mais qui peut s'adapter à différents types de problèmes. C'est sûrement ce qui explique en partie pourquoi il y a autant d'intérêt dans la communauté d'intelligence artificielle pour l'inspiration neurobiologique, étant donné que finalement le seul modèle qu'on ait à notre disposition duquel s'inspirer pour essayer d'approcher les performances de l'homme, c'est le cerveau. Alors, aujourd'hui, les réseaux de neurones artificiels vivent un renouveau, vous le savez probablement, et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être 95 ou 99% des travaux qui sont publiés correspondent à ce que j'appellerais l'approche dénotationnelle. Donc en informatique théorique, la sémantique dénotationnelle, pour vulgariser, vise à abstraire un programme comme étant une fonction mathématique qui prend une entrée et qui associe une sortie. C'est bien pratique parce qu'en fait, beaucoup des problèmes qu'on se pose peuvent être exprimés de cette manière-là. Si on repense à la reconnaissance de formes, par exemple dans des images, l'entrée peut être un vecteur représentant l'intensité des valeurs des pixels dans une image, et la sortie va être un vecteur indicateur des objets qui s'y trouvent. Si on pense à jouer au jeu de Go, par exemple, l'entrée va être un échiquier représentant l'état de la partie courant et la sortie va représenter le prochain mouvement à effectuer pour espérer gagner la partie. Alors c'est bien pratique de voir les choses sous cet angle-là, mais ça pose aussi un problème, qui est la grande frustration de la communauté de l'apprentissage machine, c'est que des fonctions qui partent d'un espace vectoriel d'entrée et qui arrivent dans un espace vectoriel d'arrivée, il y en a beaucoup. En fait, il y en a beaucoup trop.
Et espérer trouver là-dedans une fonction idéale qui réponde à un problème qu'on se pose avec une quantité limitée d'informations pour l'identifier, c'est un problème qui est mal posé. Alors, la plupart des approches qui sont aujourd'hui considérées en apprentissage machine consistent à finalement restreindre l'espace des fonctions qu'on considère à une sous-classe de fonctions limitée pour laquelle il va y avoir un nombre fini de paramètres à décider et donc pouvoir décider des meilleurs paramètres compte tenu des exemples qui nous sont fournis pour répondre aux problèmes qu'on se pose. Quand on revient aux approches neuro-inspirées, aujourd'hui les méthodes qui font beaucoup parler d'elles, c'est les apprentissages en profondeur. Et le fonctionnement est le suivant. On va partir d'un vecteur d'entrée et on va appliquer une succession de fonctions en alternant des fonctions linéaires, qui sont représentées ici par le produit matriciel par une matrice W1, et des fonctions non linéaires qui sont représentées par une fonction non linéaire f. Alors dans l'inspiration biologique, il faut comprendre que les opérations linéaires correspondent à l'émission de trains d'impulsion dans les axones que les neurones peuvent avoir pour communiquer avec des neurones en aval, et les non-linéarités correspondent aux réponses non linéaires que les neurones ont en fonction de leurs entrées. Et puis on va itérer ça un grand nombre de fois, ce qui va d'ailleurs donner son nom aux méthodes profondes, jusqu'à arriver à un vecteur de sortie qu'on va espérer le plus proche possible de la réponse espérée. Alors ce qui fait que ces systèmes fonctionnent, en fait, c'est deux choses. La première chose, c'est la présence de ces fonctions non linéaires. Pourquoi c'est important? Si vous retirez les fonctions non linéaires, vous vous retrouvez avec des produits de matrices. L'algèbre des matrices étant associative, en fait, vous vous retrouvez avec une seule matrice qui est multipliée par le vecteur d'entrée. Et donc, au lieu d'avoir tout plein de coefficients qui pouvaient exprimer une grande richesse de problèmes, vous vous retrouvez avec très peu de coefficients qui ne peuvent plus exprimer la richesse des problèmes que vous rencontrez. Mais vraiment, ce qui est fondamental, c'est les coefficients des matrices que vous allez choisir. Pourquoi? Si jamais vous changez les coefficients des matrices, vous allez passer d'un programme qui va être capable de détecter la présence d'un chat dans une image à un programme qui va détecter s'il y a du rouge ou du bleu, par exemple. Donc vraiment, toute la fonctionnalité est capturée par les poids des coefficients des matrices. Alors la façon dont on va choisir ces poids en pratique, ça va être en présentant un nombre fini d'exemples d'associations idéales entre une entrée donnée et la sortie correspondante. Et on va utiliser des routines d'optimisation pour essayer de trouver les poids, les coefficients qui sont les meilleurs possibles pour approximer cette fonction qu'on se donne. Et on va espérer que la fonction qu'on obtient globalement est une bonne approximation d'une fonction idéale répondant aux problèmes qu'on se pose. Alors ça peut paraître assez simple, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est une présentation très superficielle, mais surtout, ces méthodes aujourd'hui sont à l'état de l'art dans un grand nombre de problèmes qu'on se pose en intelligence artificielle. C'est notamment grâce à ce type de méthode qu'on a été capable de concurrencer l'homme sur la reconnaissance d'objets parmi des milliers de catégories dans les images. C'est aussi grâce à ce type de méthode qu'on est aujourd'hui capable de battre les champions de Go depuis le début de l'année. Alors ça marche très bien, mais il reste encore, heureusement pour nous, des tas de questions ouvertes. Et une qui est particulièrement fréquente dans la littérature, c'est la question du nombre d'exemples. Pour que ces systèmes fonctionnent bien en pratique, on a besoin de dizaines, centaines de millions de paramètres, voire plus. Et c'est donc évident qu'on ne va pas être capable de les sélectionner de manière efficace si on n'a qu'un nombre très faible d'exemples en entrée de notre problème. Alors, pourtant, on sait que l'humain est capable de généraliser avec peu d'exemples. Il y a notamment eu des travaux d'un chercheur du MIT qui s'appelle Joshua Tenenbaum, et là j'ai pris un extrait d'une de ses publications. Donc c'était publié dans Science. Il a pris l'exemple de ce qu'il appelait les two-phases. C'est assez amusant. Il a généré des objets 3D, vous avez ici des projections de ces objets, qui sont instanciés avec un faible nombre de modèles aléatoires différents. Et 3 d'entre eux ont été encadrés, ils ont été instanciés à partir du même modèle. Et la question qui est posée, c'est êtes-vous capable d'identifier sur cette image les autres instantiations de ce même modèle aléatoire? Et puis, ce qu'il dit dans sa publication, c'est que ce problème, en fait, si on le pose à des enfants de 10 ans, ils n'ont aucune difficulté, à l'unanimité, à reconnaître les autres instantiations du même modèle. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a aucune solution algorithmique qui est capable d'en dire autant. Alors, il y a beaucoup de discussions autour de ces sujets-là. En particulier, une critique qui est faite, c'est que quand on essaie de résoudre ce problème en tant qu'humain, on a toute une expérience d'être humain. Et quelque part, on reconnaît des formes qui peuvent se référer à des choses qu'on a déjà vues. Là où les logiciels, eux, sont totalement agnostiques. Ils arrivent, ils connaissent rien au monde, et ils découvrent ça pour la première fois. Il faut savoir qu'il y a eu depuis toute une littérature, on a fait d'autres expérimentations sur d'autres types de signaux, qui ne sont pas des signaux qu'on est habitué à rencontrer, et on constate quand même cette capacité de généralisation à partir de peu d'exemples chez l'humain. C'est notamment le cas des travaux de Simon Thorpe, directeur de recherche à Toulouse, qui a fait des tests sur du bruit audio. Et on est capable en tant qu'humain de faire des distinctions entre différents types de bruit audio très bien à partir de quelques échantillons seulement, là où encore une fois les méthodes automatiques n'y parviennent pas. Alors plus amusant,
Et un peu plus récent, il y a un papier qui a fait beaucoup de bruit et qui s'est amusé à regarder la façon dont fonctionnaient vraiment ces systèmes. Alors comme je vous l'ai dit, pour les entraîner, on présente quelque chose en entrée, quelque chose en sortie, on entraîne les poids, mais finalement on a très peu de contrôle sur ce qui se passe entre les deux. Une des conséquences, ça a été illustré ici très bien. Vous avez sur la colonne de gauche 3 images qui ont été prises dans une base de données usuelle en vision par ordinateur, et elles ont été soumises à un réseau de neurones artificiels à l'état de l'art dans la reconnaissance d'objets dans les images. Le réseau de neurones les reconnaît sans aucune difficulté. Il vous dit la première image c'est une paire d'enceintes, la deuxième image c'est une montre religieuse, la troisième image c'est un chien. Et pourtant, si on lui présente les images de la colonne de droite, il n'y parvient plus. Alors, à l'œil humain, ça peut vous sembler indistinguable, c'est à ça que sert la colonne du milieu, qui met l'emphase sur la différence entre les images de la colonne de gauche et la colonne de droite. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans les 3 cas de la colonne de droite, le réseau de neurones artificiels reconnaît une autruche. Alors évidemment, ça a été créé spécifiquement pour qu'il y ait des erreurs. Ils se sont amusés à trouver un bruit qu'on appelle adversaire, qui fait que les réseaux échouent sur ce type de signaux. Mais ça met quand même bien l'accent sur le fait que malgré le fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir des performances qui sont très bonnes, la façon dont fonctionnent ces systèmes n'a rien à voir avec la façon dont fonctionne le cortex visuel. Et puis, peut-être plus grave, on a constaté très récemment l'incapacité même des grands acteurs du domaine à maîtriser cette technologie. Alors, notamment, il y a eu en fin d'année dernière Google qui a proposé un service d'étiquetage automatique des images. Vous avez peut-être vu ça dans les journaux. Et 2 Afro-Américains ont été étiquetés comme des gorilles, ce qui a fait scandale, bien évidemment. Et puis, plus récemment, cette année, il y a Microsoft qui a lancé un robot pour le réseau social Twitter qui a été débranché au bout de 8 heures d'existence compte tenu de la nature des messages qui étaient postés. C'est pas surprenant, vu la façon dont je vous ai présenté les choses, étant donné qu'on a entraîné un système juste pour essayer de mimer une correspondance entre des entrées et des sorties. Il n'y a pas de notion explicite d'information, il y a encore moins de sémantique. Et finalement, en arriver là, on pouvait s'y attendre. Et justement, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, quand on regarde l'objet informatique, il y a toujours eu 2 paradigmes pour regarder l'objet informatique, le paradigme du calcul et le paradigme de l'information. Alors, c'est une chose qui, moi, j'ai toujours trouvé curieux, peut-être parce que je suis trop jeune et trop naïf, mais en France, on parle souvent des 2 communautés qui sont d'un côté la théorie de l'information et de l'autre l'informatique théorique. Même les termes sont le dual l'un de l'autre, quelque part. Et ces 2 communautés ont tendance à avoir assez peu de ponts, et je pense qu'une des raisons pour laquelle il y a assez peu de ponts entre les 2 communautés, c'est notamment parce que les machines qu'on utilise aujourd'hui au quotidien obéissent encore pour la plupart au modèle de von Neumann qui avait séparé initialement les aspects processeurs des aspects mémoire. Or pourtant, quand on regarde la machine cérébrale, on ne retrouve pas du tout cette idée-là. Dans les neurones, a priori, il y a une double fonctionnalité à la fois de mémorisation, mais aussi de calcul. Et du coup, on peut se poser la question de la pertinence de regarder les réseaux de neurones artificiels en ayant uniquement en tête les aspects calcul et pas les aspects informationnels. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retourner les choses et en fait de ne pas regarder les aspects calcul, mais de regarder les aspects informationnels et de voir à quel type de modèle on arrive. Alors, une chose qu'on a envie de faire, quand on pense à la théorie de l'information, c'est par exemple appliquer le modèle de Shannon au cerveau. Donc, le fameux modèle de Shannon qui vous dit que si vous voulez transmettre de l'information sur un canal bruité de manière optimale, vous pouvez séparer en 2 étapes successives. Une première étape qui est le codage source, une deuxième étape qui est le codage canal. Donc, le codage source, je rappelle, même si je pense qu'ici tout le monde sait très bien de quoi je parle, il s'agit essentiellement de supprimer des données que vous voulez transmettre ou stocker, un maximum de redondance de manière à limiter l'apport énergétique nécessaire pour la transmission ou pour le stockage. Donc, ce qu'on fait concrètement, si j'ai envie de vous transmettre une image, je vais la compresser avec ou sans perte. En fait, quand on parle aux biologistes, le codage source, ça évoque des choses, parce qu'on sait très bien que le cerveau fait quelque chose de similaire dans la première étape, qui est l'étape de perception. Par exemple, on estime que de votre cortex visuel vers les aires profondes du néocortex sont envoyés de l'ordre de 10 puissance 8 bits de données par seconde. Donc c'est un flot absolument phénoménal d'informations. Il est évident que la plupart de ces informations sont complètement inutiles par rapport à notre vie quotidienne, notre curiosité, notre instinct de survie. Et donc on va finalement retenir de tout ça que très très peu d'informations. Ce que dit Shannon ensuite, c'est que si on veut communiquer cette information, donc qu'on a fini par compresser sur un canal bruité, on a intérêt d'ajouter une forme de redondance, donc ce qui peut sembler paradoxal, mais en réalité ça ne l'est pas, puisque la redondance qu'on va ajouter, contrairement à celle qu'on avait retirée, sera mathématiquement contrôlée et pourra être exploitée ensuite pour retrouver de l'information perdue ou manquante. Et c'est ce qui va nous permettre, au final, d'avoir une chaîne de transmission qui sera optimale. Et donc c'est ce qu'on appelle le codage canal, cette deuxième étape. De fait, si on applique ce modèle de communication numérique au cerveau,
On a une lecture du cerveau comme un dispositif qui finalement permet de passer du monde extérieur, qui en première approximation peut être considéré comme continu, dense, extrêmement exubérant et riche, à un monde mental qui est tout son contraire, qui est numérique, parcimonieux et robuste. Alors je vous ai dit, le codage source, quand on discute avec nos collègues neuroscientifiques, ils sont d'accord pour dire qu'effectivement il y a du tri qui est fait, énormément de tri qui est fait dans les informations qui nous parviennent de nos sens. Mais quand on parle de codage correcteur d'erreur dans le cerveau, c'est moins facile de faire les ponts. Alors, nous, on a des arguments pour essayer de convaincre nos collègues de l'existence de codage correcteur d'erreur dans le cerveau. Et un des arguments, c'est le cas de la mémoire à long terme. Donc, comme vous le savez, la mémoire à long terme, c'est un dispositif assez fantastique qui permet de stocker dans notre néocortex des éléments d'information à l'échelle d'une vie. Et toutes sortes d'informations, ça peut être extrêmement hétérogène. J'ai pris des exemples de ma vie personnelle. Des choses que vous avez appris à 10 ans, si tout se passe bien, vous vous souviendrez encore d'une bonne partie d'entre elles quand vous aurez 70 ans, et ça c'est assez fantastique. Et c'est d'autant plus fantastique qu'en fait, le cerveau est loin d'être fiable. Quand on regarde les données qui nous sont fournies par les collègues neuroscientifiques, on se rend compte qu'en termes de fonctionnalité, on perd de l'ordre d'un neurone par seconde. On pourrait se dire un neurone par seconde, c'est pas grand-chose, on a 10 milliards de neurones dans le néocortex, donc en fait on peut bien se permettre d'en perdre un chaque seconde. En fait, si on fait l'intégration de cette quantité à l'échelle d'une vie, ça veut dire qu'en ordre de grandeur, 10% des neurones que vous aviez à l'âge de 10 ans auront disparu quand vous en aurez 70. Et du coup, se pose la question de comment se fait-il que vous vous rappelez de l'information. Ça, c'est uniquement pour parler des neurones, mais bien évidemment, c'est encore pire quand on parle des connexions. Et je ne parle même pas pour l'instant des communications bruitées, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la suite de mon exposé. Du coup, la question qui est posée est comment expliquer la robustesse de l'information mentale, malgré le fait que le dispositif sur lequel on la stocke est lui-même non fiable. Et donc le point de départ de notre approche consiste à dire, si on accepte le fait qu'il y a une forme de robustesse dans le stockage de l'information, c'est nécessairement qu'il y a une forme de redondance. Sans redondance, il n'y aurait pas de robustesse. Alors ça tombe bien parce que la redondance, c'est justement le domaine de spécialité des théoriciens correcteurs d'erreurs. Et donc, on va essayer de s'inspirer de ce qui a été fait dans la communauté des codages correcteurs d'erreurs pour les communications numériques et voir si on ne peut pas essayer de faire la même chose en l'appliquant à la machine cérébrale. Alors, les codes correcteurs d'erreurs ont connu une révolution, notamment dans les années 90. On a entendu parler hier dans l'exposé d'Olivier en particulier, puisque pour la première fois, on a réussi à approcher la limite qui avait été prédite dans la théorie de Shannon dans les années 40, en utilisant ce qu'on appelle des codes correcteurs d'erreurs distribués. Alors la philosophie des codes correcteurs d'erreurs distribués est la suivante, c'est que plutôt que de définir un critère de redondance d'un bloc, on va définir un critère de redondance par l'assemblage de plusieurs règles simples. Alors il faut quand même certaines propriétés au niveau de ces règles simples. Il faut que chaque règle concerne plusieurs mémoires, que chaque mémoire soit concernée par plusieurs règles. En fait, il faut plus que ça, il faut que le graphe bipartie correspondant soit connexe. Mais tout ça pour arriver au final à un encodage global qui va avoir une particularité, c'est qu'on va pouvoir utiliser les règles les unes à la suite des autres pour essayer de retrouver l'information manquante, donc ce qui permet un décodage itératif. Alors il y a un exemple fantastique dans la vie de tous les jours, c'est la grille de Sudoku. Je la trouve très intéressante parce que j'ai jamais réussi à comprendre comment on pouvait faire un jeu d'un codage correcteur d'erreur, mais bon, la grille de Sudoku c'est visiblement un jeu. Et c'est un très bon exemple parce que la grille de Sudoku est constituée d'un assemblage de 27 règles simples. Vous avez 9 règles pour les lignes, 9 règles pour les colonnes, 9 règles pour les petits carrés. Et si vous prenez ces règles indépendamment les unes des autres, elles sont très peu redondantes. Si vous prenez une ligne d'une grille de Sudoku et que vous effacez 2 chiffres, vous avez déjà une ambiguïté sur lequel est à quel emplacement. Mais si vous prenez toutes les règles ensemble, vous commencez à trouver un code correcteur d'erreur qui est très robuste. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous pouvez effacer parfois jusqu'à plus de la moitié de la grille de Sudoku et être quand même capable de la retrouver de manière unique. Une autre façon de mesurer la robustesse des grilles de Sudoku, c'est de comparer le nombre de grilles de Sudoku possibles, ce qui, je crois, était estimé de l'ordre de 10 puissance 23, au nombre de grilles que vous pouvez faire en remplissant avec des chiffres de 1 à 9 sans aucune règle, ce qui est de l'ordre de 10 puissance 77. Donc il y a finalement très peu de grilles de Sudoku parmi les grilles possibles de chiffres de 1 à 9, ce qui montre bien la robustesse de ce code distribué correcteur d'erreur. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de s'inspirer de ce principe et de voir si on ne pouvait pas trouver dans la littérature neurobiologique des règles fondamentales qui, mises les unes avec les autres, nous permettent de définir l'équivalent de code correcteur d'erreur distribué. En fait, on n'a pas besoin de chercher très loin.
Une première règle qui nous a paru intéressante, c'est celle du codage par population. C'est une règle qui prétend que la représentation d'une information à un instant donné dans le cerveau correspond à l'activité concomitante d'une faible population de neurones, une petite population de neurones. Donc, si je pense à la marche turque, j'ai un certain nombre de neurones qui vont se synchroniser, qui vont résonner ensemble dans mon cerveau, qui correspondent à la marche turque. Il y a une autre règle qu'on lit et qui est très connue, c'est la règle dite de Hebb, du nom de son inventeur, enfin de son découvreur plutôt, et qui dit, dans une version simplifiée, que lorsque des neurones s'activent ensemble, ils ont tendance à renforcer les poids des connexions qui les relient. Donc si je lis ça de très loin en simplifiant beaucoup, quand je vais penser à la marche turque, je vais avoir une population qui s'active, et si j'y pense souvent, je vais finir par créer un motif graphique qui correspond au lien entre la population de neurones qui encode la marche turque. Et puis si je pense maintenant à une peinture de Dali, je vais avoir une autre population de neurones, potentiellement partiellement recouvrante avec celle de la marche turque, mais en tout cas différente, et je vais avoir un autre motif graphique. Et si je pense ensuite à une équation mathématique, je vais avoir une autre règle, etc., etc. Et ça, c'est un code correcteur d'erreur distribué. En fait, c'est un code correcteur distribué, c'est assez facile de le voir parce que les connexions concernent deux neurones. Donc on a bien cette première règle que chaque règle couvre plusieurs éléments de mémoire. Chaque neurone est recouvert par plusieurs connexions. Et on se retrouve bien donc, dans les règles du codage distribué. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que si j'essaie de retrouver la marche turque à partir des premières notes du morceau, je vais avoir une fraction de ma population de neurones qui va s'activer initialement. Et je vais pouvoir retrouver la fraction manquante en utilisant des critères très simples de dynamique, qui consistent essentiellement à faire quoi ? À regarder les neurones qui sont connectés à la population initialement active et à sélectionner ceux qui sont les plus sollicités parmi ces neurones-là. Donc si je regarde l'exemple qui est ici, je vais retrouver très facilement les neurones qui manquaient pour retrouver ma marche turque. Donc en deux mots, on a eu besoin finalement de pas grand-chose pour définir l'équivalent de code distribué dans un modèle très simplifié du cerveau. On a eu besoin d'une règle de parcimonie, donc des petites populations de neurones qui s'activent pour représenter l'information. Et on a eu besoin d'une règle de compétition pour éviter l'emballement épileptique quand on essaie de retrouver une information à partir d'une information partielle en entrée. Alors ça, c'est des modèles qui ont été introduits au départ à la fin des années 60, mais qui ont un souci, et le souci qu'ils ont, c'est le problème du passage à l'échelle que j'ai essayé d'illustrer ici. Ici, vous avez un exemple de réseau de neurones que vous obtenez selon ce processus en stockant des messages qui sont uniformément distribués. Et vous avez 300 neurones. Chaque neurone est concerné par l'apprentissage de 3 messages différents. Et la taille des messages, il me semble qu'ils contiennent chacun 20 neurones. C'est des populations de 20 neurones. Et ce que vous voyez, c'est que on a saturé le réseau de connexion. Et ça devient très difficile de retrouver de l'information dedans. Et ce qui est plus grave pour nous dans l'aspiration biologique, c'est que même si on voulait retrouver l'information, on serait obligé de mettre au point des stratégies calculatoires complexes pour essayer de la retrouver, là où on imagine que le cerveau n'a pas eu besoin de faire preuve d'autant d'ingéniosité. Alors du coup, ce qu'on a proposé, c'est d'aller un peu plus loin dans l'inspiration biologique et de rajouter à ces règles de compétition et de parcimonie des règles de structure. Alors une première chose qu'on a vue et qui nous a particulièrement intéressés, c'est qu'il y a une très très grande variabilité en réalité dans la nature des neurones qu'on a dans nos cerveaux. En fait, on connaît aujourd'hui des centaines de types de neurones différents qui peuvent avoir des fonctionnalités elles-mêmes très différentes. Ce qui remet quelque part en cause, dans l'inspiration informatique qu'on peut avoir du modèle biologique, le fait de considérer que tous les neurones sont les mêmes et forment des sommets d'un graphe, comme c'est usuellement le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les neurones ont tendance à se regrouper en des populations d'une centaine d'individus, qu'on appelle des microcolonnes corticales, et qui, elles, ont tendance à se répéter de manière plus ou moins régulière sur la surface du néocortex. Ce qui fait que, plutôt que de proposer une théorie, on va dire c'est le neurone qui est l'élément fondamental stockeur de l'information, on va considérer que l'élément fondamental va être une population d'une centaine de neurones, à savoir la microcolonne corticale. Une autre chose intéressante, c'est qu'il a été observé, en particulier dans le cortex visuel, que l'activation de microcolonnes a tendance à inhiber l'activation des microcolonnes voisines. Et ça, c'est très intéressant pour notre théorie, puisqu'on a besoin justement d'une règle de compétition pour pouvoir mettre au point nos codes correcteurs d'erreur distribués. Du coup, on a proposé un modèle un petit peu différent de celui que je vous ai présenté jusqu'à présent, en cela qu'on a préféré grouper nos unités, donc qui correspondent maintenant à des microcolonnes, en des colonnes corticales, donc des populations d'un certain nombre d'unités dans nos réseaux. Et ce qu'on va utiliser, c'est la règle de compétition au sein d'une colonne, le fait qu'une seule microcolonne, à un instant donné, peut s'activer dans une colonne donnée.
Alors je vais vous demander un effort de mémorisation parce que je crois que tous mes transparents qui suivent vont dépendre de ces paramètres. Il y a 2 paramètres qui sont importants à retenir, qui sont ici sur ce transparent. Donc un paramètre C qui va correspondre au nombre de colonnes corticales dans notre modèle, et un paramètre L qui correspond au nombre de microcolonnes dans chaque colonne corticale. Et ce modèle, c'est le modèle qu'on appelle le modèle des cliques neurales. Alors on peut déjà dire quelque chose sur ce modèle. Un premier point qu'on pourrait nous dire, c'est à partir du moment où vous avez refusé de prendre les neurones comme des éléments fondamentaux stockeurs de l'information, que vous avez pris des microcolonnes, vous avez beaucoup moins de matériel disponible. Vous avez divisé par 100 finalement le matériel disponible. Alors ça pourrait être un problème, mais en fait quand on regarde l'expressivité de ce modèle, on se rend compte que le nombre de combinaisons qu'on est capable de représenter reste selon une loi exponentielle, ce qui fait qu'en pratique on n'aura jamais de saturation, on aura toujours possibilité de représenter toutes sortes d'informations qu'on a envie de représenter. Une autre chose qui est intéressante, et j'y reviendrai dans les transparents qui suivent, c'est qu'on peut montrer que la redondance de cette représentation de l'information est d'autant plus robuste qu'il y a un nombre important de microcolonnes concernées dans l'apprentissage de chaque message. Et ça nous plaît beaucoup, parce qu'on se dit que si le cerveau a fait le choix d'utiliser plus de matériel pour stocker une information, il faut bien qu'il récupère quelque chose quelque part. Et donc là, il récupère une forme de robustesse. D'un point de vue ingénierie, un résultat auquel on ne s'attendait pas forcément, c'est qu'on peut montrer que l'efficacité mémoire de cette représentation de l'information, l'efficacité mémoire étant définie comme l'entropie de ce que l'on va stocker divisé par la quantité de bits qu'on utilise pour la représentation de l'information, tend vers une constante qui est log de 2. Et log de 2, c'est à 10 moins 2 près, c'est 0,69. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très loin finalement de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type de système, si on les utilise dans des conditions d'ingénierie pour stocker de l'information, ils vous coûteront un peu plus cher que d'avoir stocké l'information de manière plus naïve, mais pas beaucoup plus cher. Et puis, dernier point qui nous a intéressé, c'est la robustesse, c'est la capacité de correction d'erreurs de ces systèmes, qu'on a réussi à estimer assez facilement, parce qu'en fait, il s'agit essentiellement de critères de binomial, est tout à fait comparable à celle des meilleurs codes correcteurs d'erreurs distribués modernes, en tout cas lorsque les entrées sont bruitées avec un bruit assez faible. Alors je vais passer les prochains transparents et essayer de vous expliquer un peu plus en détail comment on obtient ce type de résultat. D'abord, je voulais parler de la robustesse de cette représentation de l'information. Donc, si vous avez compris ce que j'ai dit, si j'ai été suffisamment pédagogue, c'est que on va représenter une information comme un motif d'ensemble de neurones entièrement interconnectés, ce qu'on appelle une clique en théorie des graphes. Alors pourquoi est-ce que la clique est un code correcteur d'erreurs puissant? Si on y réfléchit, prenons une clique qui contient C sommets, donc par exemple 5 sommets. De manière à identifier de manière unique cette clique dans un graphe qui contiendrait beaucoup de sommets, j'ai besoin en général de la partie entière supérieure de C divisé par 2, connexion bien choisie. C'est suffisant pour identifier exactement les 5 sommets auxquels je fais référence. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce nombre au nombre total de connexions qu'on a dans le motif, qui lui évolue quadratiquement avec le nombre de sommets qu'on a. C'est le rapport de ces deux nombres en fait, qui nous donne la robustesse que je disais tout à l'heure, qui est de l'ordre de C. C'est que si vous regardez le nombre de connexions totales et que vous comparez au nombre de connexions qu'il est nécessaire pour identifier un élément, vous arrivez à une loi qui est linéaire. Et puis une autre propriété qui est intéressante, c'est que si vous stockez deux éléments d'information qui sont très proches, donc deux clics qui sont très proches, eh bien le cas le pire correspond au cas où vos clics sont totalement recouvrantes, à l'exception d'un seul sommet. En termes de sommet, c'est très mauvais, ça veut dire que finalement vous allez avoir beaucoup de mal à différencier les deux objets, mais en termes de connexion, vous voyez tout de suite que la distance minimale augmente linéairement avec la taille des clics considérés. Donc c'est, disons, très rapidement une explication de pourquoi est-ce que les clics forment un code correcteur d'erreur puissant dans un graphe. Alors, une autre chose que je vous ai dite, c'est qu'on est capable d'obtenir une efficacité mémoire qui va approcher log de 2 asymptotiquement. Alors, en fait, j'ai un peu truandé là-dessus parce qu'on n'est pas encore capable de le prouver mathématiquement proprement. Il y a de très nombreux papiers qui ont été publiés dans les 10-20 dernières années qui montrent, avec d'autres types d'architectures ou des architectures assez proches, qu'on est capable d'atteindre log de 2. Mais à chaque fois, on a besoin de faire des approximations. On n'a pas encore trouvé une façon de les éviter. Mais je vais quand même vous donner l'idée générale de comment est-ce qu'on fait pour approcher cette constante en faisant quelques approximations. En fait, on va avoir besoin de choisir un régime asymptotique qui est favorable à notre stockage de l'information. Et le régime asymptotique qui marche bien dans le cas de l'architecture que je vous ai présentée, c'est de faire grandir le nombre de colonnes
comme le logarithme du nombre d'unités par colonne. Si vous faites ça, l'efficacité mémoire se simplifie et devient une constante que multiplie le nombre de messages que vous stockez et que divise le carré du nombre d'unités par colonne. Donc finalement, ce qui va vous donner la limite de votre capacité, de votre efficacité, c'est le nombre de messages que vous pouvez stocker dans votre modèle sans faire d'erreur. Alors pour estimer l'erreur que vous faites à stocker des messages, la première chose dont on va avoir besoin, c'est d'estimer la probabilité d'existence d'une connexion. Encore une fois, c'est des critères très simples de binomial qui nous indiquent qu'on peut relier le nombre de messages stockés directement à la probabilité d'existence de connexion lorsque les messages qui sont stockés sont distribués de manière uniforme. Il ne reste plus qu'à estimer la probabilité d'erreur, et c'est là que je vais faire l'approximation. C'est qu'on va considérer que la probabilité d'accepter un message aléatoire correspond tout simplement à la probabilité d'existence de toutes les connexions comme si elles étaient indépendantes. Alors, le problème, c'est qu'elles ne sont pas indépendantes. Et c'est plus qu'un problème, c'est qu'elles sont positivement associées, donc en réalité, c'est une mauvaise approximation, elle va dans le mauvais sens. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas encore aujourd'hui à tout à fait prouver les choses. Mais faisons l'approximation, qui en pratique s'avère être une approximation qui a l'air de bien coller aux simulations, que les connexions sont indépendantes. À ce moment-là, oui. Les probabilités d'existence d'une connexion, quel est le modèle mathématique? Donc on a généré des messages uniformes avec... Donc, les messages vont créer un certain nombre de connexions. Donc la probabilité qu'un message adresse une connexion en particulier, puisque c'est uniforme, ça va correspondre à la probabilité de tomber sur cette connexion en particulier. Et on va pouvoir, donc, par le critère de binomial, tout simplement avoir cette expression qui est juste au-dessus, où on va regarder l'événement, il y a au moins un message qui a imprimé cette connexion. Donc, ce que je disais donc tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'un élément d'information, ça va être ce que j'appelle un message ici, ça va correspondre à une population de neurones tirée uniformément au sort parmi toutes les populations de neurones possibles. Le neurone étant modélisé comment? Le neurone étant un sommet d'un graphe. Et donc, puisque j'ai finalement, chaque message va ajouter une connexion entre chaque couple de colonnes possibles, j'ai L carré connexion possible entre deux colonnes, donc j'ai une chance sur L carré qu'une connexion en particulier soit adressée par un message en particulier. Donc, par des arguments de binomial, on est capable du coup de relier la probabilité d'existence d'une connexion au nombre de messages qui ont été générés, s'ils sont générés de manière uniforme avec répétition. Autant de clés que de messages à mémoriser. Sachant qu'on ne renforce pas le poids d'une connexion si elle est utilisée 2 fois ou 3 fois parce qu'il y a... Donc c'est un modèle binaire. C'est important, effectivement. Donc je disais, l'approximation, elle est là. L'approximation, c'est que quand j'inscris un message, en fait, j'inscris plusieurs connexions, et ces connexions ne sont pas indépendantes, bien évidemment. Et du coup, c'est ce qui rend très difficile l'analyse de ce type de système. Donc si on fait l'approximation qu'elles sont indépendantes, ce qui est en pratique une bonne approximation d'après nos simulations, on peut poser la borne de l'union, et on arrive à une estimation très simple qui nous donne des conditions sur la constante alpha que j'avais introduite au départ. Et finalement, on se rend compte qu'on est capable de faire approcher notre efficacité mémoire aussi proche que l'on veut de log de 2, sous condition d'accepter cette approximation. Alors, si jamais on ne fait pas cette approximation, on a quand même des résultats, mais qui sont un peu plus faibles, forcément. Et c'est des résultats assez récents, qui montrent qu'on a des comportements assez amusants quand on regarde ce qui se passe à l'infini, puisqu'on a des comportements limites très stricts. Vous voyez ici que dans le même régime asymptotique où le nombre de colonnes évolue comme le logarithme du nombre d'unités par colonne, eh bien, il y a vraiment une frontière très nette. Pour le critère alpha égale 2, on ne sait pas ce qui se passe. Si on est au-dessus, alors là, presque sûrement, on va rejeter tous les messages. Et si on est en dessous, avec presque sûrement, on ne va jamais se tromper. On peut faire le même type d'analyse sur la robustesse. Donc, est-ce qu'on est capable de retrouver l'information manquante ? C'est un critère qui est encore plus fort, donc on va diminuer le nombre de messages qu'on va être capable de stocker pour être capable de les retrouver. Et on va avoir du coup une loi qui va quand même rester quadratique, comme vous le voyez. Si on fait augmenter uniquement le nombre de microcolonnes dans chaque colonne, on a une loi qui est quadratique sur le nombre de messages qu'on est capable de stocker. Alors, c'est intéressant les résultats asymptotiques, mais je pense qu'on est tous conscients que c'est toujours difficile de convaincre des ingénieurs quand on leur dit qu'à l'infini, ça marche très bien. Et donc, on a fait des expérimentations aussi sur des cas, des grandeurs, disons, raisonnables. Donc ici, c'est des réseaux qui contiennent toujours quelques milliers de neurones que je vais vous montrer. Et ici, vous avez, par exemple, ce qui se passe, la probabilité d'avoir une erreur de deuxième espèce, donc d'avoir des faux positifs, ou plutôt, excusez-moi, la probabilité qu'un message donné soit un faux positif en fonction du remplissage, de la saturation du réseau.
Et ce que vous voyez, c'est que c'est une grandeur qui va dépendre fortement du nombre de colonnes que vous avez dans votre réseau. Plus vous augmentez le nombre de colonnes, plus vous êtes robuste, moins vous avez de chances d'avoir des faux positifs. Ce que vous voyez aussi, c'est que l'approximation qu'on avait faite sur l'indépendance des connexions, elle n'est pas trop mal, en tout cas c'est l'impression que ça nous donne quand on a des densités qui sont assez élevées, mais elle devient grossière lorsque les densités sont faibles. Ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'avec une densité faible, on a de grandes chances que deux connexions données aient été ajoutées par un même message, ce qui est la source de non-indépendance des connexions. Par contre, quelque chose qui nous a beaucoup surpris, c'est que sur des cas pratiques, l'efficacité telle que je la définissais au transparent précédent dépasse 100%, ce qui pose évidemment des gros problèmes, ça ne veut rien dire. Et donc, on a essayé de comprendre d'où venait ce problème de l'efficacité qui pouvait dépasser 100%. Alors, une des raisons évidentes, c'est qu'on a une probabilité d'erreur qui n'est pas nulle. Évidemment, plus on augmente la probabilité d'erreur, plus on peut stocker des messages. Et, il faudrait que la probabilité d'erreur intervienne dans le calcul de l'efficacité. Mais ceci dit, il y a une autre raison qui nous avait un peu échappé dans un premier temps et qui est intéressante, et je voulais juste l'évoquer. C'est que le fait de stocker de l'information sous la forme de clics dans un réseau de neurones a l'avantage de ne pas retenir l'ordre dans lequel les messages ont été présentés. C'est-à-dire qu'il est impossible, à partir du stockage, donc de la représentation de l'information sous forme de clics, de revenir à l'ordre des messages qui ont été stockés. Donc en fait, l'approximation que j'avais au transparent précédent ici, où je vous disais que l'entropie de ce qui était stocké, c'était le nombre de messages fois leur information, est une approximation. En fait, c'est vrai ici, parce que c'est le comportement asymptotique, et qu'on peut montrer qu'asymptotiquement c'est vrai, mais sur un nombre de messages fini et une dimension finie, ce n'est pas exactement la même chose. L'efficacité ici est définie comment? Donc l'efficacité est définie comme l'entropie de ce que l'on va stocker, que divise le nombre de bits qu'on utilise pour représenter la structure, donc le nombre de connexions qu'il y a dans le réseau. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rappeler ce que vous appelez un message dans ce cadre? Donc un message, c'est une population de neurones. Donc du coup, là, je vous disais, une des raisons pour lesquelles on est capable de dépasser les 100%, c'est parce qu'en fait, autant c'est vrai asymptotiquement qu'on peut ignorer que l'ordre, de toute façon, coûte rien, l'ordre des messages, mais autant quand on est sur un cas fini, c'est pas vrai. Alors, je voulais juste illustrer ça, c'est un résultat qui est trivial, mais qui quelque part est quand même intéressant. Imaginons que je veux stocker une séquence de m bits. Eh bien, si je retiens l'ordre, évidemment, s'ils sont tous générés indépendamment avec une probabilité 1,5, j'ai besoin de m Shannon. Mais si jamais je m'en moque de l'ordre, eh bien, j'ai juste besoin de compter le nombre d'apparitions d'un des deux symboles et j'ai besoin d'un nombre logarithmique de Shannon. Donc c'est un exemple un peu trop trivial. En pratique, la répétition n'est pas la seule explication de pourquoi est-ce que je peux gagner. On peut gagner à oublier l'ordre, en particulier parce qu'on peut factoriser des préfixes ou des suffixes, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On peut facilement montrer qu'en fait, il y a 3 comportements asymptotiques différents. C'est une littérature qu'on a trouvée qui date des années 70, qui est assez intéressante. En fait, c'est ce qu'on appelle la compression de multi-ensemble. La compression de multi-ensemble, elle a 3 régimes asymptotiques intéressants. Donc je disais, le premier régime asymptotique, c'est celui où, asymptotiquement, la probabilité de générer 2 fois le même message tend vers 0. Dans ce cas-là, on peut montrer que le coût de l'ordre est négligeable asymptotiquement, et donc l'approximation qu'on faisait tout à l'heure était correcte. Un autre régime extrême qui est intéressant, c'est le cas où on génère beaucoup plus de messages qu'il y a de messages possibles. Donc on est sûr d'avoir des répétitions. Et à ce moment-là, la stratégie optimale consiste à encoder l'histogramme des fréquences d'apparition de chaque message possible. Et puis il y a un cas intermédiaire qui est en fait celui qui nous concerne aujourd'hui. C'est celui où on va stocker un nombre de messages qui est plus petit que le nombre de messages possibles, mais qui n'est pas négligeable. Et à ce moment-là, ce qu'on peut montrer, c'est assez amusant, c'est que l'économie qu'on fait à oublier l'ordre, c'est exactement l'économie de retirer l'entropie de la permutation qui permettrait de retrouver l'ordre si on stockait les messages sans ordre. Et donc dans le cas que je vous présentais ici, si on tient compte de ce facteur que je viens de vous présenter, ça explique déjà pour une grande partie pourquoi on a pu dépasser 100%, puisque dans notre modèle, on serait capable théoriquement d'atteindre 135% à cause de cet oubli de l'ordre. Alors une autre chose qui est intéressante, c'est donc de regarder les capacités de robustesse de ces modèles. Et pour ça, on a comparé le modèle que je vous ai présenté à des modèles existants dans la littérature. Alors il y a 2 modèles qui font référence sur ce type de stockage. Il y a un modèle qui a été présenté par Amari, et puis un modèle qui a été présenté par Wilshaw. Alors le modèle d'Amari, il est intéressant parce que c'est une version sans structure, donc comme la première que je vous présentais, dans laquelle il y avait le problème du passage à l'échelle. Et c'est une version qui n'est pas binaire. C'est une version qui va tenir compte de la fréquence d'apparition de chaque connexion. Donc si une même connexion est utilisée plusieurs fois, elle va avoir un poids qui sera plus important que si elle est utilisée une seule fois.
Ce qui est assez surprenant, vous voyez que ces courbes représentent le taux d'erreur en fonction du nombre de messages stockés quand on essaie de retrouver un message stocké à partir d'une fraction de son contenu. Vous voyez qu'avec le réseau d'Amari, on est capable de stocker beaucoup moins de messages qu'avec les autres architectures qu'on peut proposer. Et là où c'est surprenant, c'est que le réseau d'Amari a plus d'informations que les autres structures. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on compare, ce n'est pas le schéma de stockage dans l'absolu, c'est le schéma de stockage pour la dynamique de remémoration qui consiste à trouver les neurones les plus connectés aux neurones initialement actifs parmi tous les neurones possibles. Et dans ce cadre-là, retenir la fréquence, c'est une erreur. Alors c'est assez contre-intuitif, mais en même temps, quand on y réfléchit, on se dit que, effectivement, le risque à avoir un critère fréquentiste sur donc un poids de connexion, c'est de créer des attracteurs qui sont particulièrement larges et qui vont avoir tendance en fait à attirer toute dynamique vers eux, là où il y a d'autres messages qui sont intéressants et qui sont absorbés par ces minimums d'énergie locaux. Alors le modèle de Wilshaw, c'est le modèle qui correspond à ce que je vous ai présenté quand on n'a pas de structure. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de pondération. On enlève les pondérations. Et comme vous voyez, le fait de passer d'un modèle sans structure avec pondération à un modèle sans structure sans pondération, on a un gain significatif dans le nombre de messages qu'on est capable de stocker avec robustesse. Et puis si on passe au modèle avec structure, donc c'est la courbe ici qui est un peu turquoise, vous voyez qu'on a encore un gain significatif en performance par rapport au modèle précédent. Alors pour la courbe turquoise, juste pour vous dire, on arrive à des efficacités en pratique qui sont de l'ordre de 50%. Alors une dernière courbe pour vous montrer le genre de propriétés de robustesse qu'ont ce type d'encodage de l'information. On a ici l'évolution de l'efficacité mesurée empiriquement en fonction de la dégradation du système de stockage. Donc je vous disais, une des motivations de notre travail, c'est de dire qu'il y a une forme de robustesse, une forme de redondance dans le stockage de l'information. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on a dit on a des connexions qui disparaissent, qui apparaissent, des neurones qui disparaissent, qui apparaissent, on est quand même capable de retrouver l'information. Du coup, c'est pertinent de se poser la question, est-ce que sur les modèles qu'on propose, on a cette forme de robustesse qui apparaît? Et donc là, ce que vous voyez, c'est l'évolution de l'efficacité de stockage en fonction de la dégradation du matériel. Très exactement ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a rajouté un bruit additif qui est un bruit avec une probabilité fixée indépendante de connexion à connexion, de flipper la connexion. Donc si elle existe, de l'enlever, et si elle n'existe pas, de la rajouter. Et vous voyez donc que ça a un impact sur l'efficacité. Mais ce qui est intéressant, c'est de la comparer à la capacité du canal correspondant. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que certes, on n'est pas collé à la capacité du canal, mais on ne décroche pas non plus complètement, ce qui montre quand même l'efficacité de ce type de représentation d'information. Alors tout ça pour m'amener à ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde les réseaux de neurones artificiels sous le prisme de l'informatique, on a dit qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y a l'approche théorie du calcul, en particulier l'approche des notationnels. Et si on fait ça, on en vient à proposer des modèles continus. Ce que je veux dire par modèle continu, c'est que la fonctionnalité des systèmes est portée par des poids, des coefficients de matrice qui sont généralement des nombres réels. On sait que ces systèmes sont aujourd'hui à l'état de l'art pour faire de l'apprentissage. C'est ce qu'il y a de mieux quand on a besoin de reconnaître des formes dans des images pour de l'apprentissage supervisé. On a aussi des arguments biologiques qui sont en faveur de ce type de modèle. En particulier, on a observé récemment dans le cortex des primates des poids de connexion qui peuvent s'étaler jusqu'à 5 ordres de grandeur entre ceux qui sont les plus fins et ceux qui sont les plus épais. C'est quand même considérable et on peut se dire que si ça existe, c'est bien que ça sert à quelque chose. Et puis, plus généralement, c'est très connu dans la communauté de l'apprentissage machine qu'on a tendance, on a toujours intérêt à discrétiser le plus tard possible. Et donc, quand on manipule des données qui sont des données continues, on a intérêt à utiliser des outils qui sont des mathématiques continues. Si au lieu d'utiliser l'approche notationnelle, on prend l'approche de la théorie de l'information, ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on arrive sur des modèles de réseaux de neurones qui sont très différents. Où en fait, c'est plus les poids des connexions qui sont importants, mais c'est l'existence des connexions qui sont importantes, puisque c'est des motifs graphiques qui vont porter l'information. Si on fait ça, on peut montrer mathématiquement qu'on arrive à des mémorisations qui sont très robustes, qui peuvent s'approcher de la limite de Shannon, enfin la limite anthropique de Shannon. Il y a aussi des arguments neuroscientifiques pour aller en ce sens, et notamment le fait que les communications neurales sont extrêmement bruitées. On sait par exemple que quand un neurone lance un train d'impulsion, il y a une probabilité assez faible que ça ait un effet sur les neurones qui sont en aval. Et donc finalement, on se pose la question de la pertinence de stocker l'information dans des poids de connexion qui sont très finement sélectionnés, quand on sait derrière que le matériel qu'il utilise, lui, est bruité.
Et puis, plus généralement, quand on pense aux sciences cognitives, quand on pense au langage, on pense généralement à des mathématiques discrètes, et donc se pose aussi le problème de l'efficacité de représentation. On a intérêt à utiliser des mathématiques discrètes. Alors, ce n'est pas des modèles qui sont irréconciliables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui visent à faire le pont entre ces deux communautés. Alors, une façon très simple et naïve de le faire consiste à enchaîner tout simplement les deux types d'architecture de réseaux de neurones. Alors c'est un peu plus compliqué que de simplement mettre les uns et puis les autres en bout, puisque pour pouvoir utiliser des modèles de représentation binaire, il faut que l'activité des neurones elle-même soit binaire, ce qui n'est pas le cas dans les réseaux de neurones profonds. Donc une première étape qui est nécessaire, c'est de binariser l'activité des réseaux de neurones profonds. Alors ça, on sait faire assez bien, il y a des papiers, il y a beaucoup de littérature depuis quelques années sur le sujet, et notamment ce que la littérature rapporte, c'est qu'on sait très bien binariser des réseaux de neurones profonds en partant de la fin, mais on sait très mal binariser des réseaux de neurones profonds en partant du début. Ce qui, quelque part, rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on manipule des données qui sont des données continues, le fait de tout de suite discrétiser a un impact néfaste sur les performances. Et c'est ce que vous voyez avec les deux courbes qui sont en bas. Vous voyez l'évolution du taux d'erreur quand on binarise les couches en partant de la fin ou en partant du début. Donc en orange et en partant du début, vous voyez que dès qu'on a binarisé une couche, on a eu une perte de performance qui est très significative, alors qu'on peut binariser jusqu'à 2 couches en partant de la fin en ayant une perte de performance qui est quasiment non ressentie. Donc une fois qu'on a binarisé nos réseaux de neurones profonds, rien n'empêche de remplacer les populations de neurones qui étaient autrefois donc un vecteur par des représentations de neurones qui sont sous la forme des modèles de clique neural que je vous ai présentés. Alors à quoi ça sert ? Déjà c'est intéressant parce que ça donne un cadre unifié entièrement connexionniste qui vous permet d'expliquer à la fois comment on peut obtenir d'excellentes performances en termes d'apprentissage et en termes de mémorisation. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on n'a pas simplement l'addition des intérêts. On a aussi le fait que ça débloque certains problèmes. Il y a un problème en particulier qui est assez difficile aujourd'hui, c'est le problème de l'apprentissage incrémental. Quand on entraîne un réseau de neurones profonds, on l'entraîne pour reconnaître un certain nombre de catégories. S'il apparaissent de nouvelles catégories par la suite, ça peut être particulièrement compliqué de tenir compte de ces nouvelles catégories sans pour autant oublier tout ce qui a été fait auparavant. En fait, une méthode optimale revient à réentraîner le système en entier, ce qui coûte très cher, coûte beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ici, on a un intérêt, c'est que puisque un élément d'information est représenté par une population de neurones, on peut rajouter une nouvelle population de neurones sans changer l'architecture globale du système. Donc une nouvelle catégorie va correspondre à une nouvelle clique sans avoir à réentraîner le système qui est en amont. Et puis, un dernier intérêt, c'est en compression. On a dit qu'on pouvait représenter un nombre de messages dans les réseaux de clique neural qui est quadratique en le nombre d'unités. C'est à comparer au nombre de catégories qu'on peut représenter avec des vecteurs indicateurs, qui est linéaire en le nombre de neurones. Donc on a ici aussi des choses intéressantes en termes de compression du matériel utilisé. Alors ça va conclure ma présentation. Donc ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que on croit fortement dans l'équipe qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les réseaux de neurones artificiels. Il ne suffit pas de dire qu'un réseau de neurones, ça calcule. Un réseau de neurones, ça fait aussi d'autres choses et ça mémorise de l'information. Et donc quand on regarde les réseaux de neurones sous l'angle de la théorie de l'information, on est très vite tenté de définir des structures de code correcteur d'erreur. Si on les définit, on arrive à des systèmes qui sont intéressants dans la mesure où ils permettent de faire de l'indexation et de la recherche de données dans des réseaux de neurones binaires. Ces réseaux de neurones binaires peuvent être reliés aux réseaux de neurones classiques que l'on connaît par le biais du traitement du signal, et on obtient des modèles qui sont aussi capables de faire de l'apprentissage machine, comme les modèles classiques. Et là où c'est très intéressant pour nous, c'est que finalement la boucle est bouclée dans le sens où on a réussi à faire un pont entre le monde extérieur, qui est vraiment le monde donc, des statistiques et des mathématiques continues, et une représentation de l'information qui est une représentation ensembliste, discrète, et qui est donc tout à fait portée à être utilisée par les sciences cognitives. Et c'est ce qu'on appelle les neurosciences informationnelles. Donc je vous remercie pour votre attention. Nous avons pour plusieurs questions. Alors là, si je comprends bien, on a un modèle de mémoire qui permet d'avoir un système qui reconnaît si un message arrivant a déjà été vu ou pas. Il y a un peu de généralisation au sens où s'il est proche d'un message déjà vu, on va le reconnaître aussi. Est-ce que vous avez, donc en machine learning en général, on veut aussi faire beaucoup de généralisation, c'est-à-dire reconnaître des exemples qui ne ressemblent pas vraiment à des exemples qu'on a déjà vus, du moins c'est ce qu'on espérerait.
Est-ce que vous avez essayé d'utiliser ce genre de structure pour vraiment résoudre un problème d'apprentissage statistique classique, à savoir vous avez un classifieur binaire avec ce qu'on veut reconnaître et ce qu'on ne veut pas reconnaître? Et est-ce qu'il y a de bonnes performances de généralisation autres qu'en distance de Hamming, si je puis dire, sur le message entrant? Ok. Oui, alors donc une des choses qu'on a testées très rapidement, c'est que quand on pense à ce type de représentation de données, effectivement, une mémoire associative, c'est un système de recherche le plus proche voisin au sens d'une métrique interne, qui n'est pas en fait exactement la matrice de Hamming, en fait, c'est une métrique un peu bizarre, un peu hybride. Et on peut se poser la question, étant donné que la recherche le plus proche voisin peut être utilisée dans un certain cadre en classification, en machine learning, est-ce que c'est pertinent d'utiliser ce type de réseau pour faire ça? La réponse est mitigée. Si on l'utilise sur des bases de données existantes de vision par ordinateur par exemple, ça ne marche pas très bien. La métrique interne n'est pas adaptée. La métrique interne, elle est adaptée à partir du moment où la représentation des données est une représentation ensembliste. Si par exemple on a envie de traiter l'occultation, l'occultation c'est un grand problème aujourd'hui, on a un fragment d'objet qui apparaît dans l'image, on veut quand même reconnaître l'objet. Ben ça, c'est particulièrement bien adapté à ce type de représentation. Parce que finalement, on va avoir une fraction de la population de neurones concernés qui va être activée, on va pouvoir trouver la fraction manquante à partir de ce qu'on a. Donc ça permet quelque part, intuitivement, d'avoir une notion de loi jointe dans les réseaux de neurones profonds. Une autre réponse à la question, c'est que la métrique qu'on utilise, en fait, on peut montrer que sous certains critères asymptotiques, peut être une approximation d'une métrique de Hamming. Donc quand on fait tendre la discrétisation vers plus l'infini et qu'on choisit bien nos paramètres, on peut se rapprocher au fur et à mesure d'une métrique, euclidienne, pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit, une métrique euclidienne classique. Donc on a de nombreux travaux récemment qui cherchent à exactement faire ça, c'est-à-dire faire de la recherche de plus proche voisin au sens de la métrique euclidienne, en utilisant ce type de représentation de l'information pour écrémer la collection de vecteurs dans laquelle on fait la recherche. Donc, rapidement, l'idée elle consiste à dire qu'on va avoir plusieurs mémoires associatives, plusieurs stockages de l'information, qui vont se partager les informations dans lesquelles on va faire la recherche. Et la première étape va consister à interroger chacune des mémoires pour voir si elles contiennent quelque chose de similaire à la requête. Et on va ensuite faire la recherche uniquement dans les parties qui sont réputées intéressantes. Et ça marche plutôt bien. On est capable d'avoir des performances qui s'approchent des performances des systèmes à l'état de l'art qui travaillent non pas sur la cardinalité des ensembles sur lesquels on cherche, mais sur leur dimension. Donc des méthodes de produits de quantification ou de hashing. Sauf qu'on travaille sur la cardinalité. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut combiner les deux. Et c'est une piste de recherche sur laquelle on travaille en ce moment pour essayer de diminuer la complexité du calcul du plus proche voisin au sens euclidien. Deux questions sur la comparaison entre mémorisation telle qu'on peut en avoir l'habitude et mémorisation avec ce type de méthode. D'abord, comme tu dis, si je comprends bien, ici la question c'est savoir si on repère quelque chose a déjà été placé, mais on oublie l'ordre ou la date à laquelle ça a été mis. Mais dans la mémoire telle qu'on l'a, c'est un élément important et souvent c'est lié avec la mémoire associative. On se souvient qu'on a vu quelque chose, mais on se souvient aussi qu'à ce moment-là il s'est passé ceci, cela. Et sans doute, ça doit jouer un rôle aussi dans la façon dont on ordonne. Comment retrouver quelque chose qui dise « Ah, au moment où on a eu ça, il y a aussi eu un truc à ce moment-là, ou juste à côté, qui était par là ». Ça, c'est la première question. Et deuxième question, au moment où tu as parlé du fait que dans les neurones des primates, on trouvait des poids qui pouvaient varier de manière considérable. Mais dans le cerveau, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est structuré en différentes régions, qu'il y a des parties qui font ceci, d'autres qui font cela. Est-ce qu'on peut considérer que cette structuration est juste un cas extrême du fait qu'il y ait ces poids très différents et qu'après tout, en permettant des poids et des connexions différentes, ça reproduirait sous certaines parties la structuration? Est-ce que de telles structurations, on les retrouve surgir dans des réseaux neuronaux qu'on fabrique nous? Ok, donc sur la première partie de la question, la première réponse que j'ai envie de donner, parce que je sens que je vais agacer sinon s'il y a dans la salle des psychologues ou des gens qui sont dans les neurosciences, c'est difficile de parler de la mémoire, il y a énormément de types de mémoire, et effectivement il y a des types de mémoire épisodiques ou contextuelles qui peuvent être reliés à un événement précis, à un contexte particulier. C'est pas la même chose de mon point de vue de retenir l'ordre dans lequel on stocke les messages ou de retenir une information additionnelle qui est la date. Je ne sais pas si je suis clair. Donc quand on dit ici qu'on oublie l'ordre, ça ne veut pas dire qu'on oublie le contexte.
Rien n'empêche d'imaginer que quand je vais stocker un message, enfin un souvenir, je vais avoir du contexte qui va être représenté aussi sous la forme d'une population de neurones dans d'autres régions corticales. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui peut aider à éviter la confusion qui peut naître quand on sature un réseau, en s'appuyant sur un contexte extérieur qui peut être lié à où est-ce que j'étais quand je l'ai appris, qu'est-ce que j'étais en train de faire, qu'est-ce que je ressentais, etc. Et quand tu dis les mémoires, en insistant sans doute sur le fait qu'il y a un certain nombre de mécanismes différents pour faire différentes choses. Il y a des mécanismes très différents. On est dans une logique simplificatrice à l'extrême. On a envie de proposer un modèle très simple qui permet d'expliquer comment l'information est stockée de manière robuste. On ne prétend pas adresser l'ensemble de la complexité de la mémoire cérébrale, c'est évidemment très compliqué. Sur la deuxième question, j'aurais beaucoup plus de mal à répondre parce que aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, quand on est une approche comme celle qu'on a, à un moment donné, de faire le choix entre la tentative d'expliquer la façon dont fonctionne le cerveau et la tentative d'arriver à des méthodes d'ingénierie qui sont efficaces. Nous, on a clairement fait le choix, à un moment donné, de se dire qu'on va s'inspirer de la façon dont fonctionne le cerveau, qu'au moment où on va rencontrer des difficultés, on va aller puiser dans la littérature neurobiologique des idées pour essayer de contourner les problèmes auxquels on fait face, mais on ne prétend absolument pas arriver à des architectures qu'on peut mapper directement avec le vrai cerveau biologique. Il y a des tas de gens qui travaillent par contre sur ces aspects-là et qui essayent de trouver des modèles qui expliqueraient la façon dont est structuré le néocortex. On sait que le néocortex est hiérarchique, c'est très compliqué. On peut le regarder à plein d'échelles différentes, avec des communautés qui vont aussi être différentes. On n'est pas du tout rendu à ce type de représentation dans ces travaux. Cela dit, enfin, pour compléter, la multimodalité est essentielle au fonctionnement du cerveau humain, effectivement. Et le cerveau humain, le cortex humain est modulaire, 200 ou 300 modules spécifiques qui font chacun leur travail dans leur coin de manière quasi optimale et qui s'échangent en permanence des informations pour arriver à un consensus global admissible. D'autres questions ? Oui. Justement, ça enchaîne sur ce que vous venez de dire. D'abord, dans le monde, où est-ce que vous estimez qu'il y a les équipes qui sont les plus avancées, les plus contentes d'elles-mêmes sur l'explication? Oui, c'est pas forcément la même chose, donc les deux, je pose les deux questions. Sur la compréhension, le mappage du fonctionnement réel du cerveau. Et deuxièmement, c'est le risque de... Comment est-ce que vous traitez l'affirmation de la singularité? C'est-à-dire le moment où, entendu au sens, je ne vais pas entrer dans l'ensemble de la cartographie du débat, mais précisément que cette affirmation qu'à un moment donné, des intelligences artificielles auront une performance supérieure à celle de l'humain, et donc le mettront en danger. Oui, j'ai oublié de dire hier en ouvrant le colloque qu'il y avait un joker durant les 3 jours, utilisable par l'un des conférenciers. C'est une très bonne réserve. J'accepte volontiers que... donc, je sais que c'est voilà, embêtant. Ça amène très loin. Ça va trop loin. Mais sur la première partie, peut-être... Sur la première partie, c'est encore assez difficile de répondre aussi parce qu'il y a plein de façons d'attaquer le problème. Il y a beaucoup de communautés qui sont concernées. Nous, on est particulièrement sensible, je pense, aux travaux qui sont effectués par les gens qui travaillent à la frontière entre les méthodes d'ingénierie et le cortex visuel. Le cortex visuel, c'est quand même un cortex sur lequel on a énormément de littérature, on connaît beaucoup de choses sur son fonctionnement aujourd'hui. Et on a beaucoup d'équipes, y compris en France, qui ont un rôle moteur sur le lien qu'il y a entre les modèles qui sont proposés en réseau de neurones et le fonctionnement réel du cortex. Alors il y a notamment, je l'ai cité tout à l'heure, Simon Thorpe, qui fait référence dans le domaine à Toulouse. Et j'ai vu, pour prendre un autre exemple, très récemment des travaux qui ont été publiés par l'INRIA à Paris. Alors je sais qu'il y a plein d'INRIA à Paris, donc je ne vais pas prendre le risque d'en citer une. C'est les travaux de Bertrand Thirion qui s'amusent à essayer de conditionner des réseaux de neurones profonds de manière à ce qu'ils ressemblent dans l'architecture à ce qu'il peut y avoir dans le cortex visuel, qui en génère des modèles prédictifs et qui va ensuite faire de l'imagerie cérébrale pour vérifier si les prédictions sont correctes. Il semblerait qu'on commence à arriver à des résultats qui sont assez surprenants dans la mesure où on est vraiment capable de prédire maintenant des activités, des potentiels évoqués
qui correspondent à ceux qu'on retrouve dans les réseaux de neurones profonds. Il y a d'autres travaux qui vont dans ce sens, qui moi m'ont beaucoup marqué. C'est un papier qui a été publié dans PLOS Computational Biology en 2014, mais j'oublie les auteurs et le titre du papier, je suis désolé, où ils sont amusés à comparer les performances en termes de représentation de l'information quand on extrait des données à partir du cortex des primates. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été mettre des électrodes physiques dans le cortex d'un singe, le pauvre, et ils ont mesuré l'activité quand on lui présentait des images qu'il n'avait jamais vues, qu'il fallait qu'il classifie. Et ils ont pris ça comme étant des représentants, des descripteurs d'images, qu'ils ont mis ensuite dans une moulinette d'apprentissage machine classique. Et ils ont comparé ça avec les performances qu'on avait si on prenait à la place des électrodes mis dans le cortex visuel des macaques un réseau de neurones profond entraîné sur des bases de données d'images classiques. Et ce qui est saisissant, c'est que la performance est exactement la même. On a aujourd'hui exactement la même richesse de représentation de caractéristiques visuelles avec les modèles d'apprentissage en profondeur qu'on a en mesurant avec des électrodes dans le cortex, en tout cas pour ce type de challenge qui sont posés.